d'animer ce panel aujourd'hui sur l'ère des données stratégiques, un sujet connexe là, un peu à ce que je fais, mais qui est quand même présent. Une petite anecdote en partant personnelle, mais quand même avec le sujet. Hier, je suis venue à Rouen en avion. Donc, mon téléphone était sur le mode avion. J'atterris et en ouvrant mon cellulaire, mes enfants étaient seuls à la maison. J'ai une photo de ma maison avec mon balcon et un homme avec une allure itinérance. C'est une photo de ma fille. Il m'envoie une photo. Elle dit: Maman, il y a un homme sur la galerie. Je sais pas c'est qui. Il dit qu'il vous connaît. Il veut pas s'en aller. Et là, je me dis: Ah! Ça fait combien de temps qu'il est là? Je suis complètement en panique et je l'appelle, évidemment, elle était morte de rire. Il y a une arnaque, d'intelligence artificielle facile, semble-t-il, à laquelle j'ai pris immédiatement. Et là, je me suis dit: «Oh boy! Moi, je m'en vais animer un panel sur l'ère des données stratégiques» et là, je suis plus sûre que j'aime ça. Pourtant, j'ai l'opportunité de travailler dans une entreprise en démarrage. Donc, on peut mettre en place plusieurs, pratiques pour les données stratégiques où il y a pas encore, sont là et ça me porte à bon escient. Donc, pour beaucoup de professionnels, d'entendre mes panélistes, là, je suis encore pour, mais ça m'a donné une petite frousse ici à la maison et dans nos vies personnelles. Il y avait pas, donc j'inviterais peut-être à vous présenter, me présenter l'entreprise, Alain vous a présenté, surtout par rapport au cadre, pour mettre en contexte un peu les questions. Qu'est-ce que le projet est à quel stade et où est-ce que ça va s'insérer un peu vos réponses, même si j'ai quelques questions qui vont faites-vous en pas, genre parcourir plus grand que votre, votre plus grand parcours et votre expérience. Fait que, ouais. Oui, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être ici. Merci, Martine, d'animer le panel. En fait, Sylvain Lortie, je suis directeur environnement pour Eldorado Gold Québec. Ça fait depuis plus de 7 ans que je suis pour Eldorado Gold. Avant ça, j'ai œuvré dans d'autres compagnies minières à travers la région. C'est sûr qu'Eldorado Gold est en pleine progression aussi en ce moment. On a un projet minier qui est la mine Triangle, qui est en opération en production commerciale depuis 2019. Et puis, on a d'autres projets là, qui s'en viennent d'expansion au niveau de l'exploitation de nouveaux gisements, usine à Tremblay-en-Pôle. On a d'autres visions, d'autres défis, des beaux défis pour l'avenir. Et puis, mon rôle, c'est vraiment de chercher les permis, les licences et permis, mais aussi en phase opérationnelle, de faire le suivi, contrôle de nos activités. S'assurer qu'on suive la réglementation, mais aussi qu'on va au-delà de la réglementation avec des pratiques innovantes dans le domaine, de façon à pousser la barre pour l'industrie minière en général. Donc, c'est mon rôle au sein d'Eldorado. J'ai hâte de t'entendre. C'est semblable à mon rôle, donc ça va être bon d'entendre Marie. Ouais. Bonjour, Robert Cloutier. Merci d'être venu. C'est toujours agréable d'avoir une salle qui a des gens dedans. Euh, Moi, je suis actuellement gestionnaire des actifs fonciers pour le projet Dumont. À la base, je suis géologue. Là, la géologie, ça mène à beaucoup de choses de temps en temps. Là. J'ai contribué à plusieurs campagnes d'exploration, autant en région que sur des projets très éloignés, même isolés. C'est un peu là-dessus là, que je vais venir parler aujourd'hui. Puis dans mon rôle de gestionnaire des actifs fonciers, ben, c'est m'occuper de la gestion là, des propriétés privées qu'on a, puis s'assurer que les permis qui sont reliés à ça, les achats, les acquisitions, puis l'entretien se fassent correctement. Un, deux, bonjour. Merci d'être ici. Même commentaire que Robert. Jean Caillouette, merci à Alain de m'avoir rajeuni de 20 ans en disant que j'avais 20 ans d'expérience dans l'industrie minière. Très apprécié. Donc, moi, je travaille pour le projet Nouveau Monde Graphite, très excitant. Donc, on essaie de partir un projet pour une première fois en Amérique du Nord, intégré du concentré de graphite là, jusqu'au matériel de batterie d'automobile. C'est extrêmement excitant de participer à ça. Comme vice-président métallurgie, donc je m'occupe du développement du procédé, puis aussi de l'opération des usines de démonstration. C'est comme des mini-opérations, on peut dire. Puis avant Nouveau Monde Graphite, j'ai eu la chance de travailler dans
dans le fer, dans d'autres commodités, le fer, les métaux de base, puis les métaux précieux, surtout en opération, puis aussi en contrôle de procédés, puis un peu en environnement aussi. Fait que je suis très content d'être là. La premier, peut-être pour initier plus sur votre parcours, puis là, on pourrait débuter avec toi, mais je serais surprise que tu répondes non, mais avez-vous au niveau du volume, l'augmentation puis la présence des données stratégiques à récolter dans ton travail ou dans l'industrie, est-ce que tu as vu que vous avez vu cette augmentation-là? Ouais, celle-là, c'est une question facile, là. Moi, ça fait, comme je le disais, plus de 30 ans, là, donc ça a toujours été en constante augmentation. Beaucoup plus de données. Puis moi, ce que j'ai remarqué avec les années, c'est qu'il y a toujours plus de données, mais elles sont mal utilisées. Puis encore aujourd'hui, ça demeure le problème, là. C'est l'utilisation efficace des données. Mais oui, certainement, je ne peux pas dire si ça l'a triplé, multiplié par 10 ou combien, mais dans les dernières années, je pense que là, on va passer des données numériques aux données plus aux images qui vont prendre peut-être une autre dimension, les sons, les vibrations. Donc, puis l'utilisation des données qui va sûrement exploser. Moi, j'ai vu ça tout au long de ma carrière, mais comme je vous disais, tout le temps avec un peu un côté négatif de la sous-utilisation des données. Au niveau des défis que tu rencontres, c'est la sous-utilisation des données. Oui, exact. Donc, tout le monde a plein de données sur le disque dur, puis malheureusement, on les utilise mal. Aussi, il y a une mauvaise cartographie, là, souvent, pour qu'une opération soit efficace, il faut savoir quelle information s'échange avec qui. Mais dans plusieurs opérations, encore, on cartographie mal qu'est-ce qui doit échanger du département de marketing au département de production. C'est la base, vraiment, de cartographier pour ensuite automatiser ces principes-là. Donc, ouais, c'est ça. L'utilisation, à mon point de vue, là, est vraiment le. Puis l'intelligence artificielle va sûrement aider là-dedans. Parce que l'idée, c'est d'avoir de l'information pour l'amener à un niveau où tu peux faire de la planification puis reprendre des décisions. Donc, plus ce temps-là est long, ben, moins tu es efficace. Plus le temps est rapide, plus tu es efficace. C'est certain que l'augmentation de données, de volume de données, on le voit là, à toutes les fois qu'on change d'ordinateur, ça prend un plus gros disque dur, ça prend plus de mémoire. Puis, je ne voudrais pas dire que ça fait plusieurs années, là, mais j'ai commencé avec le TRS 80. Ça donne une idée, les petites disquettes molles, là. Ouais, on était correct avec 2 disquettes. Aujourd'hui, qui a des clés USB de moins de 4 gigs, là? Ça fait tout. On le voit, ça évolue à toute vitesse. On le voit sur le terrain aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça, un géologue et technicien se promenait sur le terrain avec des carnets, right in the rain. Maintenant, c'est des carnets électroniques. Puis le carnet électronique, avec les années, il a évolué. Il ramasse des photos, les données GPS. On le voit, la même chose avec les analyses de roches qu'on fait. Puis pas juste la roche, il y a l'eau, l'air, etc. Il y a de plus en plus de données. Ce qui nous amène, c'est sans oublier les outils d'intelligence artificielle. Maintenant, les nouveaux outils aussi pour loguer la carotte, là, les scanners de corps. Fait que ça amène des immenses quantités de données qu'il faut être capable de gérer, de classifier, d'envoyer aux bonnes places. Mais ça amène aussi une rigueur qui est vraiment importante pour bien valider ces données-là, pour après ça être capable de les analyser, de les interpréter, pour être capable, au bout du compte, avoir un output qui veut dire quelque chose, puis il peut être utilisé autant pour les gens de terrain que la planification de l'opération, que même le corporatif pour être capable de prendre les bonnes décisions en fonction des différents projets. Là. Et que ça n'a pas arrêté. Puis le principe de base, on veut toujours plus de données, mais
si c'est pas bien validé puis organisé, ben ça reste garbage in, garbage out. Hein? Fait qu'il y a une immense augmentation de données, les données, mais le défi reste au niveau qu'il y en a beaucoup à récolter, mais on a beaucoup de données à... C'est vraiment de bien se structurer puis de faire une bonne validation des données. Parce que la qualité des données est importante pour la qualité de l'interprétation qui va être faite après. Là. Ça, c'est. Mais en parallèle à ça, en même temps, les facilités ou les technologies de télécom ont permis aussi d'augmenter là, le volume de données. Il n'y a pas si longtemps que ça, là, 10 ans à peine, les programmes qui étaient en zone éloignée, en région éloignée, c'était compliqué de envoyer au bureau les données de géophysique qu'on ramassait à tous les jours. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Fait que tout est fait pour pouvoir récolter encore plus, mais la quantité, ça ne veut pas nécessairement dire la qualité. Là. Ben, je pense qu'on a un consensus ici, là, parce que dans le domaine de l'environnement minier aussi, il y a une augmentation vraiment marquée au niveau de la gestion de données. Au niveau de la changement réglementaire, au niveau de la réglementation en cours, mais au-delà de ça, on a des systèmes aussi internes, des systèmes de gestion environnementale interne dans nos opérations qui nous permettent d'aller chercher des données qui sont nécessaires pour bien contrôler nos risques et la gestion de changement. Puis en fait, ces éléments-là sont primordiaux d'avoir cette acquisition de données-là. Souvent, le défi qu'on fait face, c'est qu'on a beaucoup de données dans différentes plateformes à différents endroits. Puis c'est vraiment de rassembler tout ça pour, oui, s'assurer qu'on suive la réglementation en vigueur, mais aussi qu'on suive nos systèmes de processus internes. Il y a certains opérateurs miniers dans la salle, mais vous le savez, on fait face aussi à la gestion de risque de plus en plus dans nos opérations. Puis on se doit d'avoir des indicateurs clés de performance pour suivre. Puis ça, ça amène son lot aussi de données à acquérir et à suivre pour être proactif dans cette façon de faire-là, puis éviter les risques. Donc, on a une panoplie de données. Mais oui, effectivement, pour répondre à la question, on a une augmentation vraiment grande de notre acquisition de données de plus en plus dans le temps et pour le futur également. Le défi vraiment au niveau, il y a beaucoup de données qui rentrent. Effectivement, beaucoup de données à fournir, à collecter. C'est pour ça qu'on met en place ça. Est-ce que présentement, au stade où on en est avec l'arrivée de toute cette collecte de données-là, est-ce que ça facilite vos décisions ou c'est encore c'est pas encore l'outil qui va être là pour prendre vos décisions dans votre travail à tous les jours, à quoi qui servent présentement, cette collecte de données-là? Bien, c'est certain que le traitement des données, c'est tellement différent là, d'un secteur à l'autre. Par exemple, en ressources humaines, tu n'as pas des sensors pour avoir des données sur tes employés, ça n'existe pas encore. Mais par exemple, il y a tellement de façons différentes, mais en contrôle de procédés, je vais prendre cet exemple-là parce que j'ai travaillé un peu là-dedans. Dans une usine, ben là, oui, tu as un paquet de sensors qui te donne beaucoup, beaucoup d'informations aux millisecondes, aux secondes. Donc là, on est capable d'avoir ce principe-là là, de retourner au procédé pour fermer des valves et interagir dans le procédé avant qu'il soit trop tard. Puis, au niveau des industries minières, c'est ça qui est la difficulté, c'est que le minerai change. Donc, tu n'es pas comme dans un secteur manufacturier où les intrants sont assez fixes. Nous autres, les intrants varient en dureté de la roche, en teneur. Donc là, quand il y a un changement qui est détecté au début, bien, les sensors nous donnent l'indication pour rattraper, changer le contrôle des procédés, les niveaux de flottation et ainsi de suite. Donc, on est toujours à l'affût d'en avoir une nouvelle information d'un sensor qui va nous aider. Ça, on cherche toujours ça. Là. Et puis ça, ça évolue plus lentement. Donc, maintenant, est-ce que les sons, les images sur les convoyeurs vont nous aider à aller ailleurs? C'est ça que je pense qui va être la difficulté, comme le core scanning en géologie. Donc, on est toujours à l'affût de nouvelles sources d'informations. Ça, je pense que ça a un impact majeur. Puis la vitesse à laquelle le traitement se fait est rendue
changer. Fait qu'il y a beaucoup d'assistance à l'opération qui existe. Comme sur votre automobile, l'assistance à la conduite, ben, c'est un peu la même chose. Notre opérateur va démarrer le circuit, puis après ça, on y met un mode cruise control où là, il va avoir une genre de supervision du procédé dans une certaine gamme de problèmes. Si ça devient trop problématique, l'opérateur reprend le contrôle, mais c'est ce genre de choses-là qui évolue rapidement. Oui, c'est vraiment ça. En fait, on veut toujours plus de données. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les processus, la technologie fait que ces données-là se traitent plus rapidement. Fait que ça amène à être capable de croiser aussi des données de différentes sources pour être capable d'avoir les meilleures décisions possibles, là. Et comme je disais, ces informations-là sont nécessaires autant au quotidien sur les opérations de terrain, de forage. Là, je reviens à la géologie. Ça va être bon pour le forage, ça va être bon aussi pour les traverses qu'il y a à faire sur le terrain. Pour être capable ensuite de donner la bonne information ou l'information la plus complète et précise possible au directeur puis au corporatif pour être capable de prendre les bonnes décisions sur les projets, là. Fait que oui, ça aide. Oui, effectivement, je pense que ça facilite le fait d'avoir beaucoup de données, ça facilite notre gestion. Par contre, toute la clé du succès, selon moi, c'est vraiment dans l'interprétation des données, puis de trouver un moyen que ces données-là soient interprétées de façon facile et efficace. Souvent, c'est les plateformes ou la façon qu'on va aller chercher la plateforme qui va être l'efficacité de la plateforme pour interpréter ces résultats-là de façon facile, rapide et efficace va donner un plus-value que juste acquérir des données pour acquérir des données. Donc, ça, c'est un point, un élément vraiment important parce que, évidemment, on fait l'acquisition de données. On a beau avoir une panoplie de données à rentrer dans notre base de données. Si on n'est pas capable de les interpréter de façon efficace pour gérer le risque, c'est là qu'est le plus gros défi, selon moi, de trouver les bonnes applications. Effectivement. Puis moi, je trouve au niveau environnemental, puis même nous autres, avec le marché des batteries, c'est un peu divisé en deux. J'ai une partie qu'on est obligé de faire beaucoup de reporting et de collecter. Donc, ça l'aide pas à la décision, mais ça vient vraiment aider au travail de toute cette collecte de données-là qui est vraiment intense, au fond, des missions GS, etc. Puis l'autre côté, les suivis environnemental, le bruit, tu vas avoir la même chose avec les alertes. Là, ça l'aide beaucoup à la prise de décision pour pas être en. Exact. Je peux donner des exemples. Tu sais, on a des plateformes tu sais, pour suivre nos émissions de bruit, vibration en continu. Maintenant, on a des plateformes qu'on a une réponse à temps réel. Ça nous permet de contrôler nos activités. Mais si je pense à la gestion des GES ou la gestion de l'énergie, ben, c'est important d'avoir des visions à long terme, d'avoir des objectifs à long terme. Donc, cette prise de données-là, il faut qu'elle soit bien interprétée pour voir vers où il faut aller, vers où qu'est-ce qu'on doit mettre en place également pour atteindre nos objectifs au bout du compte. Avez-vous des projets d'intelligence artificielle déjà implantés chez vous? Puis, Sylvain, toi, est-ce que tu as l'intelligence artificielle dans certaines des plateformes de données qui est installée ou je suis curieuse d'entendre au niveau de l'implantation de l'intelligence parce que moi, je pense à un outil, nous autres, on a une implantation, c'est quand il est implanté, c'est un outil qui est très utile, mais de l'implantation au niveau de ce défi-là, puis vous, ça peut s'appliquer. Bien, évidemment, il reste des chemins. Il reste un chemin à faire au niveau de l'industrie au niveau de l'intelligence artificielle, je crois. Il y a certains éléments qui sont déjà mis de l'avant, là, comme tu sais, des capteurs, des ventilations sur demande, des technologies qui sont vraiment poussées au niveau des opérations. Au niveau de l'intelligence artificielle, je pense qu'il reste encore un défi à l'appliquer à l'opération. Je pense que ça doit se faire aussi de façon progressive. Souvent, quand une mine est en opération, c'est souvent le défi d'amener des nouvelles technologies ou d'amener des nouvelles façons de faire. Donc, si on est capable de l'instaurer au départ d'une opération, ça peut faciliter la tâche, là. Je ne sais pas si mes collègues avaient d'autres. Ben, du côté de Dumont Nickel, il y a quelques années, on a utilisé un logiciel de data learning, big data. C'est intéressant, ça fonctionne, mais
il faut être vraiment précautionneux, critique, et faire attention à ce que les données soient bien structurées dans l'entrée de données pour ces logiciels-là. En fait, oui, la machine, elle travaille, là, mais il y a énormément de travail humain à faire autour, là. Il faut y agir avec discernement dans ça, là. Et ma fille a manqué en m'envoyant la photo avec l'itinéraire, ça, le discernement. Mais écoute, je n'ai pas vraiment travaillé avec les scanners de carottes là, qu'il y a actuellement, mais je suis à peu près convaincu que ça intègre aussi l'intelligence artificielle dans ça. Et à la vitesse où on voit les chats GPT et autres évoluer, je suis convaincu qu'on n'a pas fini d'en voir passer de ça, là. L'intelligence artificielle, c'est ce que tu as dit. C'est un gros sujet, ça. Mais je me suis questionné là-dessus pour essayer de comprendre c'était quoi, parce que moi, j'ai commencé en contrôle de procédés en 90. Là. Donc, je me disais, tu sais, bon, on avait des contrôles quand même avancés déjà. Ce que tu disais, des logiques floues, tu sais, pour prendre des décisions, rétroaction sur les procédés, déjà à cette époque-là. Là. Fait que là, je me disais, ben, OK, c'est des contrôles quand même assez avancés. Donc, tu sais, je me suis informé, comme tout le monde, là, où on s'en va avec ça, parce que le mot est utilisé assez galvaudé, l'intelligence artificielle, là, tout ce qui est un peu compliqué, c'est de l'intelligence artificielle. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que là où la différence est, et ce que j'ai compris, c'est que c'était lorsque c'est génératif, lorsqu'il y a une rétroaction de l'algorithme lui-même. Là. Fait que là, ça devient, avant ça, c'est ça, il faudrait que tu appelles le programmeur pour qu'il vienne changer la programmation. Là, elle se fait elle-même. Puis en plus, c'est que l'information que tu lui donnes peut être verbale, peut être un échange de texte. C'est plus compliqué comme nécessairement rentrer du code. Donc, ouais, j'avoue que là, c'est ça, on s'en va dans une ère où c'est que ça va aller beaucoup plus vite. Puis, on utilise les plateformes conversationnelles. Ça, c'est de plus en plus, là, ça, on l'utilise. Puis, surtout en opération, je pense en maintenance, il y a des algorithmes qui commencent à être disponibles pour l'analyse de défaillance de certains équipements, pour provoquer ou générer des bons de travail automatiquement. Ça va vite, là. C'est déjà en train de se déployer. Puis moi, je suis trop vieux. Je pourrais pas suivre. Donc, il y a beaucoup de données. Il y a beaucoup de données. Puis, il y a des gens, là, ces systèmes-là permettent de les interpréter pour nous. C'est bien, Jean. Tu vas pouvoir continuer. Ça sort, ces systèmes-là. Oui, tu as Mais le prochain sujet, puis moi, je l'aime parce qu'on, dans mon équipe, on se questionne souvent. On rentre les données, vous êtes 3 minières, c'est nous qui collectons les données ou donc, qui est propriétaire de ces données-là? Puis c'est quoi la place de certaines technologies, de ceux qui développent ou qui mettent en place les systèmes dans vos systèmes en place ou à venir pour la récolte de données? Je peux y aller. C'est sûr qu'il y a beaucoup de propriétaires dans la gestion de données. Parce que c'est ça le grand défi, c'est qu'au niveau opération minière, si on a des départements spécifiques à la gestion des technologies, des comités technologiques auxquels les opérations participent. Donc, juste au niveau de l'opération minière, il y a toute une base de données qui est gérée, puis qui est gérée par des propriétaires proprement dites à l'opération. Tandis qu'en environnement, c'est complètement différent. Et dans d'autres secteurs, santé-sécurité, c'est la même chose. Donc, on se retrouve avec des panoplies de propriétaires au sein d'une même organisation. C'est là qu'est le défi de rassembler ça dans une base unique, je crois. Pour évaluer à haut niveau c'est quoi les risques d'entreprise qu'on a en fonction de notre localisation, en fonction de nos opérations, en fonction de l'avenir, en fonction des technologies qui s'en viennent. Donc, au niveau de l'opérateur minier, je crois que il y a beaucoup de défis à rassembler tout ça dans une même unité. Mais
ça peut quand même fonctionner si on y va de façon à plusieurs propriétaires, mais ça amène son lot de défis, effectivement. Tous des propriétaires à l'interne Oui, c'est ça. départemental. Parce qu'il y a des bases de données qui sont complètement, qui sont quand même assez différentes, là, si on parle d'environnement ou d'opérations proprement dites sous terre avec les technologies qui avancent beaucoup. Donc, c'est des données qui sont très différentes, qui doivent être gérées sur des unités différentes, en quelque sorte. Là. À la base, moi, je considère que l'opérateur, l'entreprise minière devrait être propriétaire de ces données. Après ça, ben oui, ça peut se subdiviser, là, mais ça devrait être la base. Puis même si c'est valable autant sur le hardware que sur le software, là. C'est sûr qu'il y a tout le temps une partie où est-ce que le fournisseur de services va avoir besoin d'un accès aux données pour améliorer son système, fournir le service, l'améliorer aussi. Mais à la base, on reste les propriétaires. Je suis d'accord. Ça, c'est la version courte. Fait que t'as rien ajouté. Des exemples, là, mettons, si tu confies la surveillance, je ne sais pas, des équipements à un tiers. Je pense aux opérations de Navut là, qui vont avoir des, je ne sais pas moi, un contrôle Laurentide de ce monde qui va superviser les équipements à distance puis qui va intervenir. Donc là, c'est ceux qui ont accès dans leur serveur ou en tout cas d'une certaine façon là, aux données des broyeurs, etc. Je pense que ça se fait au niveau non-divulgation, puis contrat, tout ça. Il faut que ça soit vraiment... Puis là, c'est rendu la même chose probablement avec les équipements mobiles qui supervisent les équipements à distance. Fait que contrat. Moi, je dirais contrat. Donc, de non-divulgation. Les systèmes sont montés souvent à l'externe, puis la lumière, elle a la donnée. Oui, je peux rajouter et donner un exemple. Effectivement, je suis d'accord avec que l'opérateur devrait être propriétaire des données. Mais souvent ça vient de l'externe, des contracteurs, exemple, pour l'implantation des véhicules électriques dans la flotte d'équipements lourds. Souvent, ces entrepreneurs-là ont des données, des technologies qui sont propres à eux, qui veulent implanter l'équipement sur le site. Ben, je pense que c'est un partage d'informations aussi progressif des technologies. Donc, à la base, c'est le fournisseur de services ou le contracteur qui a les données, mais après ça, il faut qu'il soit transféré de façon progressive vers l'opérateur minier en y installant ces équipements, là, exemple à batterie ou électrique là, dans nos opérations. Au niveau de la sécurité des données, la cybersécurité, protection, là, on parle de beaucoup de données, beaucoup de nouveaux systèmes, il y en a sur plusieurs plateformes. Oui. Je continue. Oui, c'est un sujet qui est vraiment intéressant, la protection des données, parce qu'effectivement, on a beaucoup de données à gérer, puis c'est primordial de vraiment sécuriser ces données-là. Moi, je pense que ça joue sur plusieurs fronts, là. Le premier front, c'est peut-être la gouvernance de ces données-là, donc développer des politiques, des procédures à l'interne qui permettent de bien gérer ces données-là. Ensuite, peut-être de développer des technologies de sécurité, de la cybersécurité pour protéger ces données-là, s'assurer qu'on ait une bonne assurance aussi face à ça, qu'on se protège en tant qu'opérateur. Puis la dernière, je pense, c'est la formation, la sensibilisation des employés. C'est un volet qui est hyper important. Je sais qu'on en fait beaucoup dans nos opérations. On fait des tests, on fait des phishing qu'on appelle. Donc, on reçoit des courriels, puis un peu étranges. Puis, ils nous forment vraiment les gens à l'interne à lever la lumière rouge sur ces genres de tests phishing-là. Donc, c'est important de bien former nos gens, de bien les sensibiliser à cette protection de données-là. Là. Je suis d'accord. C'est vraiment pas mon champ d'expertise, mais on a tout le temps utilisé des consultants pour nous
nous former puis nous expliquer comment faire, puis dans bien des cas, carrément gérer cette partie-là. Là. C'est... Je peux pas aller bien plus loin. Moi, je pense que Sylvain a bien répondu. Moi, ce que je connais, les fameuses switches, là, en langage informatique, ils appellent ça des gates là, ou les pare-feux. Ça, j'en ai vu, moi, dans ma carrière, là, 10 ans, 15 ans. On installait ça entre deux réseaux pour contrôler ce qui passait d'un réseau à l'autre. Comme par exemple un système de contrôle de procédés, tu veux qu'il soit dédié. Tu ne veux pas qu'Internet rentre sur ton réseau de contrôle de procédés. Encore moins si c'est une usine nucléaire, j'imagine. Mais, mais on était capable de mettre des switches. Fait que là, tu pouvais contrôler qui rentrait sur l'autre réseau, à qui il voulait parler, puis même le contenu de ce qu'il voulait échanger, mais c'était lent. Quand tu mettais une switch, là, c'était... Ça, c'est là, juste 10-15 ans. Là. Ben, juste 10-15 ans, c'est assez longtemps. Mais aujourd'hui, semble-t-il que là, la technologie des pare-feux est vraiment performante. Fait que c'est probablement le numéro 1, je dirais, pour contrôler qui rentre dans ton réseau, puis qu'est-ce qu'il fait. Mais des gens d'informatique pourraient mieux vous répondre comme le prochain conférencier qui va être là. Puis est-ce qu'on devrait partager ces données-là? Est-ce qu'on les garde à l'interne ou le partage des bonnes pratiques? Vous êtes ça c'est bon, vous êtes sur les créneaux d'experts, c'est ce qu'on veut faire. Mais au niveau des données, est-ce qu'on devrait avoir des bibliothèques centralisées? Les gens devraient ou ça peut juste se gérer de façon indépendante? C'est une bonne question. Oui, il y a tout intérêt à partager des données, mais il y a des données qui sont plus faciles à partager que d'autres. Je pense au point de vue environnemental, c'est certain que au niveau des partager les données au niveau des GES, quantification d'énergie et tout ça, je pense que c'est plus propice à diffuser l'information sur une base de données commune. Par contre, il y a tellement de gestion interne aussi, d'indicateurs clés de performance, des systèmes qu'on développe qui sont particuliers d'une mine à l'autre. Ça devient aussi un certain challenge, un certain défi d'uniformiser l'ensemble des données à travers l'ensemble de l'industrie. Donc, je pense que c'est un partage, c'est un équilibre entre les deux. Mais définitivement, il y aurait un gain à aller chercher de partager certaines valeurs pour se donner des objectifs communs. Je pense au GS, je pense à la gestion d'énergie, mais peut-être plus difficilement pour d'autres données qui sont plus micro à chaque site d'opération, parce que chaque site a ses particularités également. Oui, puis je reviens encore à la partie géologie. En fait, toutes les données d'exploration géologique doivent être apportées au ministère et sont rendues publiques sur les sites CIGEOM, Gestime. C'est le partage des données ou la mise en commun de ces données-là, c'est quand même un gros avantage pour le Québec. Des événements comme aujourd'hui, les congrès, les colloques qu'on peut avoir, ça nous permet de partager pas juste les données aussi, mais les expertises, les expériences des gens. Et ça aussi, c'est important. Oui, donc là où c'est possible, là où il n'y a pas de compétition entre opérateurs pour les métaux précieux, les métaux de base, les métaux sont vendus au marché libre. Il n'y a pas beaucoup de compétition. Donc, puis MISA, c'est un bel exemple parce que un des projets importants à laquelle j'ai participé en 2010, je crois, ou je ne sais pas trop, puis Marc aussi, tu as participé à ça, c'était l'échange des bons coups. Donc, on s'est échangé des bonnes pratiques dans les usines de traitement minéraire, puis ça a été vraiment... Parce qu'on n'avait rien à perdre de s'échanger ça. Donc, puis aussi, je l'ai vu en maintenance, des bonnes pratiques de maintenance. Pas beaucoup de compétition là-dedans. Donc, des banques de données, des bibliothèques communes, en GES aussi. Puis, par contre, là où il y a un niveau de compétition, là, ça devient difficile. Là, comme nous autres, en deuxième transformation du graphite, c'est deux années de travail.
dans notre cas, si quelqu'un mettait la main là-dessus, en une semaine, il pourrait peut-être faire ce qu'on a fait en 2 ans. Là, on est un petit peu plus... On me décourage en une semaine. On est un petit peu plus prudent. C'est un bon point. Ouais. Au niveau des pratiques environnementales, on a vu plusieurs pratiques comme le suivi sonore que j'ai référé. Mais c'est sûr que les premiers qui sont allés vers l'intelligence artificielle ont dû défrayer des coûts assez importants. Merci au programme de subvention, mais Nico Hegel qui était avec un des premiers. Mais nous, quand on est arrivé pour l'implantation, ben, ça apporte une meilleure pratique et aussi une meilleure vision. Il y a plusieurs exemples en environnement où on a des partages de pratiques des premiers déboursés, mais qui bénéficient à toute l'industrie, puis il n'y a pas de... Donc, il y a des bénéfices pour les autres, là, ça n'enlève rien. Fait que ça, c'est bon. Mais c'est vrai que. Puis, au niveau de l'opérateur minier derrière ça, est-ce qu'il perd de la valeur? C'est par rapport au traitement, vraiment l'opérateur opération, pas celui qui fait les systèmes, mais comment ça se passe? Comment vous voyez son rôle? Est-ce que son rôle va diminuer avec l'implantation des technologies? Ben moi, je crois pas, là. Je pense on va être un accompagnateur, puis on va accompagner ces nouvelles, pour l'implantation de ces nouvelles technologies-là dans nos opérations. Je pense que c'est primordial pour favoriser une croissance puis dérisquer un peu l'entreprise. Je pense que on est là pour les implanter à l'intérieur de nos opérations, d'accompagner les nouvelles technologies aussi progressivement. Au fur et à mesure qu'ils vont arriver, on va être en mesure d'améliorer nos opérations, notre efficacité. Puis, au bout du compte, on va être plus rentable, on va être meilleur d'un point de vue environnemental aussi. Tu sais, on va diminuer les risques santé-sécurité, on va diminuer les risques environnementaux. Donc, pour moi, c'est pas... c'est un partenariat qui se fait, c'est pas un accompagnement en continu. Le savoir puis le savoir-faire des différents opérateurs, en fait, il va évoluer avec l'apparition des nouvelles technologies au fur et à mesure que ça va avancer. Ça ne disparaîtra pas, ça va toujours rester nécessaire. Puis la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la formation aussi va devoir suivre en arrière de ça, là. Oui. Tu sais, la main-d'œuvre, c'est déjà un gros problème, là. Donc, même si on parle de l'expertise de l'opérateur, l'automatisation est nécessaire juste par le manque de main-d'œuvre là, en ce moment. Donc, c'est ça. Mais je pense que ça va être plus l'assistance, comme je disais tantôt, l'assistance à l'opération qui va faire en sorte que tu vas peut-être avoir moins besoin d'opérateurs, mais quand même quelques-uns très expérimentés. Mais tu vas pouvoir faire les choses répétitives de plus en plus automatiquement. Ça commence. Mais c'est difficile de gérer toutes les situations, on va dire, complètement autonomes, là, qu'on appelle les systèmes complètement autonomes. Ça va se développer aussi, mais ça va être plus long à arriver là, à mon avis. Donc, non, les employés n'ont pas besoin d'avoir peur. Je pense que Ouais. comme c'est là, on en veut juste plus, là. Ouais. Est-ce que dans vos équipes, vous voyez de la réticence ou vous voyez de l'enthousiasme face à l'implantation de ces systèmes-là? Comment ça se passe? Ben, de l'autre côté, on voit ça avec enthousiasme, là. Quand on voit les salles de contrôle sont rendues aujourd'hui avec la téléopération, c'est un bon exemple. Tu sais, les gens puissent se renouveler en tant tu sais, qu'opérateurs. Au niveau de la formation aussi, ça s'accentue. Maintenant, tu sais, il y a beaucoup d'évolutions dans les technologies au niveau du domaine minier. Au niveau de téléopération, on peut penser à de la téléopération à partir de la surface entre les corps de travail. Donc, un opérateur peut gérer 2, 3 équipements en même temps dans une salle d'opération. On est rendu là, mais tu sais, je pense que ça évolue. On s'en va vers tu sais, quelque chose de vraiment bien au niveau des technologies, mais tu sais, les gens sont très enthousiastes face à ça. Ça développe de nouvelles équipes, de nouvelles expertises. Les gens en salle de contrôle, téléopération, il n'y a pas vraiment de formation spécifique à cette branche-là, mais je pense que les gens sont motivés à intégrer ces technologies-là puis à
à découvrir cette nouvelle branche-là là, dans l'opération. Garder les mêmes opérateurs, mais ils reçoivent la formation. C'est pas des changements d'opérateurs ou d'équipe qui va se Oui, passer. puis on engage des nouvelles personnes pour gérer spécifiquement des téléops, des salles de contrôle. Ça devient quasiment une branche précise auquel on ne faisait pas face avant. Donc, ça amène une main-d'œuvre qui est spécialisée, autre qu'on est habitué auparavant. J'en reviens encore en géologie. Il n'y a pas tant de résistance là, à l'évolution des technologies. Je dirais peut-être que le seul lien, ça va peut-être avec le nombre de cheveux blancs, là, mais c'est pas, c'est quand même bien accepté, puis euh, ça se fait quand même assez bien. Il y a toujours un petit peu c'est pas nécessairement de la résistance, mais les gens vont vouloir faire moins confiance, puis surveiller encore plus les données qui vont sortir pour être certain que c'est ce à quoi ça va ressembler si c'est eux autres qui l'avaient regardé cette carotte-là, par exemple. Ça, c'est un bon point. Pour quelqu'un qui ne l'aurait pas fait avant comme opérateur, mais qui va rentrer dans la compagnie, puis c'est déjà en opération, est-ce que tu vois un risque qu'il perde ce réflexe-là de vérifier la donnée? Il ne faut vraiment pas perdre ce risque-là, cette habitude-là, parce que c'est un des risques, justement. Là, puis c'est comme je disais tantôt, si les données de base ne sont pas vérifiées, validées correctement, puis qu'on rentre la cochonnerie, ben ça ne sortira pas mieux. Là. Moi non plus, je ne vois pas de résistance beaucoup. Puis je me souviens, cette question-là, on la posait souvent dans des. Tu sais, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Puis là, il y avait un peu plus de résistance. On disait, mais ça va nous enlever des jobs. Et tu sais, on entendait ça aujourd'hui. Puis on entend de moins en moins. C'est comme si c'est l'air du temps. Les jeunes, je pense qu'ils ils comprennent mieux d'avoir de l'assistance opérationnelle que pas d'en avoir, je pense. Puis il y a le fait qu'il manque de main-d'œuvre. Fait que ça rend tout ça moins pertinent. Mais on pourrait se questionner combien il y en a vraiment qui utilisent des systèmes évolués dans leur opération. Tu sais, si on prenait toutes les opérations, moi, je serais surpris. Il y en a encore qui sont très manuels là, dans la façon qu'ils n'utilisent pas beaucoup les données. Puis c'est pas tout le monde qui a les fonds pour développer ces méthodes-là, avoir la main-d'œuvre technique. On sous-estime des fois encore les opérations qui partent qui sont plus à la base. Là. Mais ça change vite. Des fois, il y en a qui sont nouveaux, qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils ont acheté un bidule qui marche tout seul, puis ils l'achètent là, si ça fonctionne, puis que ça leur fait sauver de l'argent. Donc, c'est ça. Mais c'est pas toutes les compagnies qui sont au même niveau, au niveau de gestion des données, c'est clair. Une excellente question. Quel pourcentage t'évaluerais dans les opérations qui est relié à... je dirais, je ne sais pas, ça dépend certainement du pays, là. Pour avoir voyagé un peu, là, mettons, mais dans ton rôle présentement, Ah, pour le comparer, je vais vous poser la même question aussi. ben, tu veux dire au Québec? Non, mais chez Nouveau Monde, tu ne peux pas dans les opérations minières là, en général. Au Québec, Jean. Ouais. Non, mais j'étais parti sur une lancée en disant qui utilise vraiment des outils plus évolués en gestion de données. Là. Puis c'est ça, il y a des compagnies qui ont plus de moyens, des grosses entreprises, des grosses multinationales, mais il y a des plus petites opérations qui ne réussissent pas à se rendre là. Mais je pense qu'il faut. Nous autres, par exemple, on vise ça, c'est certain. Là. Moi, en tout cas, je suis un grand défenseur de ça. Et on travaille en préparation opérationnelle en ce moment. Donc, c'est certain que si on veut être compétitif, il faut utiliser les outils plus évolués. Voilà. Je dis ça parce que je l'ai vu dans plein d'opérations, des fois au Mexique ou ailleurs, où on revient à la base. Des fois, on est surpris de voir. Parce que pour une nouvelle opération, ça pourrait être applicable presque partout, mais Oui. avec une qui est plus ancienne, c'est ou petite, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas toujours le cas. C'est la même chose, Robert, c'est le même pour Ben, écoute,
C'est difficile pour moi de répondre à celle-là parce que je ne sais pas vraiment là, les autres. À ce que je sais, les autres départements de géologie un peu partout, tout au moins en Abitibi, sont quand même bien équipés, là. Mais si on reste encore du côté exploration, euh, il y a des petites puis il y a des plus grosses. Fait que les plus petits, je ne sais pas jusqu'à quel point ils sont bien équipés aussi, là. Puis des fois, c'est bien équipé, c'est une chose, mais bien utilisé, c'en est une autre aussi, là. Ben, dans mon cas, je partage vraiment ce que Jean a dit. Là, les nouvelles opérations minières ou ceux qui rentrent en production devraient être plus faciles de l'implanter dès le départ. Puis pour ceux qui sont déjà des joueurs importants, c'est plus facile. Nous, dans notre cas, c'est certain qu'on veut aller vers là. On amène beaucoup de technologie dans nos opérations pour augmenter notre efficacité. Je sais qu'il y a plusieurs opérateurs de la région qui ont la même vision d'amener ça aussi dans leurs opérations. Ils le font déjà, puis ils veulent l'amener également. Donc, tout intérêt à faire ça. Mais pour les plus petits joueurs ou les plus petits opérateurs, c'est peut-être un défi là, d'amener justement le levier financier pour implanter ça dans leur opération. Les plus petits, ils veulent faire de l'argent en premier, puis après ça, ils pensent à ça être plus fancy au niveau des données. C'est normal. Tantôt, Jean, tu disais dans 10 ans, on va être là, puis peut-être on est là où ce qu'on pensait que c'est allé vite. Est-ce que tu penses dans 10 autres années, il va y avoir un effet exponentiel ou est-ce qu'on va être dans 10 ans d'ici où on est plus avec les risques puis les défis qu'il y a, est-ce qu'on est plus à l'implantation puis ça va stabiliser? Euh, La première marche d'une. Voir le futur, ouais, c'est ça. Des fois, ça va tellement vite de nos jours. Tu sais, la croissance est rendue vertigineuse. Tu sais. Avant ça, une ère, ça prenait des centaines d'années à passer à travers un ère, tu sais, qui a dû un changement significatif de société. Là, aujourd'hui, c'est 20 ans, une ère. Tu sais. C'est assez. Quand on pense à ça pour nos petits-enfants, puis tout ça, que j'en ai 4 petits-enfants, là, ça me fait. Ça va très vite, mais moi, je pense que à plus court, moyen terme, ça va être ça, de l'assistance opérationnelle, l'automatisation qui va prendre des rôles répétitifs de plus en plus. Fait que ça va générer moins de coûts avec les mêmes performances. En même temps, ça va combler le manque de main-d'œuvre. Mais l'intelligence artificielle, là, ça, c'est une autre chose. D'après moi, ça va être encore plus gros que l'avenue de l'Internet. Effectivement, c'est difficile de prédire à quoi ça va ressembler. L'intelligence artificielle, c'est certain que ça va être énorme. Ça va être le gros changement, en espérant que ça aille dans le bon sens, là. On n'a pas envie de voir Skynet là, comme dans Terminator bientôt. Mais effectivement, même dans les départements, là, je reviens encore à la géologie parce que c'est ma base, là, mais les différentes technologies qui s'en viennent vont aider aussi au niveau du personnel parce que c'est comme dans tout, là, le personnel, il en manque. Puis ça va continuer d'évoluer. Une évolution vraiment intéressante là, qui avance depuis quelques années, là. C'est des systèmes pour scanner la carotte. Il y a des projets, là, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait une quantité impressionnante de géologues juste pour s'occuper de ça. Fait que et techniciens qui allaient avec. Fait que juste ce bout-là, là, ça va permettre là, d'alléger. En tout cas, moi, je vois ça intéressant. De mon côté aussi, je pense que il y a eu beaucoup de projets qui ont été initiés les dernières années, puis ça a changé complètement le portrait d'une opération minière, mais je pense que ça va continuer à évoluer dans le futur avec les nouvelles technologies, les nouvelles façons de faire. Je pense que c'est en pente vraiment croissante au niveau des technologies. Puis je pense que l'opération minière va s'adapter aussi à ça progressivement. On est déjà entré dans cette ère-là, mais ça va continuer à évoluer, puis on va optimiser
notre production. Puis aussi, ben, d'un point de vue environnemental, ben, c'est la même chose. Là, les plateformes commencent à être vraiment au niveau de la haute pointe, au point de la technologie. On est capable d'avoir des données vraiment à temps réel, d'être prédictif, d'aller chercher nos données vraiment facilement, même de projeter avec nos modélisations dans le futur. Fait que je pense qu'on va continuer à évoluer pour répondre à la question, puis ça va aller dans le bon sens. C'est juste pour le mieux là, dans le futur. Oui, une dernière chose, je voulais dire aussi, la formation. Les simulateurs, là, c'est rendu maintenant qu'il y en a sur les équipements mobiles, tout ça. Puis, il y en a eu sur les avions en premier. Bon, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, ça s'en va vers aussi les usines. Donc là, on est capable de faire des modèles 3D des usines, de reproduire où sont les escaliers, où sont les équipements. D'ailleurs, le centre de formation à Val-d'Or, ils ont commencé ça là, déjà depuis un bout. Donc là, ça change l'accompagnonnage, la formation des employés. Il y a quand même beaucoup de postes encore manuels là, dans des usines ou dans les mines. Donc, fait que là, pendant la formation, on les amène dans un environnement identique. On leur fait visualiser qu'est-ce qu'ils vont vraiment faire. Ça fait que ça nous fait sauver du temps d'accompagnonnage. Parce que ça, pour qu'une personne soit apte à faire un travail, un apprenti va suivre un plus expérimenté, mais ça demande quand même beaucoup d'heures. On parle de 300 heures, 400 heures d'accompagnonnage avant que tu sois apte à partir tout seul. Ça a l'air de rien, mais c'est du temps. Donc là, ces outils-là nous permettent de raccourcir cette période-là, d'en faire une partie virtuelle, une partie réelle. C'est un bon point que tu amènes, le casque virtuel au niveau des formations. Avec le manque de main-d'œuvre, je pense que ça devient vraiment intéressant de pousser la formation avec ces expertises-là et ces technologies-là. Je pense à former des gens en environnement aussi, à faire les inspections sur le terrain, quoi voir, quoi remarquer. Que ce soit au niveau de l'opération, santé, sécurité, environnement, je pense qu'on doit utiliser ces technologies-là pour pousser davantage au niveau de la formation de nos gens. La formation, elle se donne à l'interne ou elle devrait être en amont? La génération qui va rentrer, ça va faire partie intégrante ou c'est les minières parce que c'est trop propre au site, puis ça doit faire partie de... Ben encore là, ça vient de l'externe parce que l'on parle du CFP, mais il y a d'autres exemples comme ça qu'on peut intégrer dans nos opérations. Parce maintenant, on a des départements de formation dans nos opérations. Fait que je pense qu'ils sont capables de ramener ça au niveau de l'opérateur puis qu'on développe notre propre expertise de formation avec ces outils-là. On a tout à gagner. On a-tu bien répondu, Martine, à tes questions? Oui, j'aime ça. Puis ça me fait penser, sais-tu qu'est-ce que je suis en train de me dire? Je vais le dire tout fort. Je me fais penser à la procédure d'évaluation des impacts. C'est beaucoup de données. On améliore les connaissances, mais il y a quand même des défis à tout ça d'aller plus loin. Puis à la fin du compte, ben parce que le but, c'est d'améliorer les pratiques puis le produit. Donc, ça a bien répondu. Je sais qu'il y avait des gens dans la salle qui avaient dit déjà à certaines personnes qui auraient des questions. Fait que je pourrais peut-être passer à quelques questions. Sinon, je peux continuer comme ça, vous poser des questions, mais après, peut-être que vous allez trouver que... Bonjour, Karine Lacroix de l'Institut national des mines du Québec. J'espère que vous allez bien. Moi, évidemment, je suis vraiment contente qu'on parle autant de l'importance de la formation à l'ère des données stratégiques. Je voulais, dans un premier temps, vous faire un commentaire, puis aussi par la suite, vous poser une question. Le premier commentaire, c'est qu'actuellement, les 3 cégeps de l'Abitibi-Témiscamingue, de Thetford et de Sept-Îles sont en train de développer un AEC en salle de contrôle. Donc, on est en train de développer ça à l'Institut avec eux. On a établi un profil de compétences là, pour le technicien en salle de contrôle. Mais on sait qu'il va y avoir aussi d'autres postes comme téléopérateur et analyste de données dans les salles de contrôle qui vont avoir besoin aussi de formation adéquate pour pouvoir opérer dans les salles de contrôle. La question qui me brûle les lèvres, c'est, selon vous, par où on commence en termes de formation? Quel programme de formation vous pensez qui est nécessaire d'améliorer ou d'actualiser à l'ère des données stratégiques?
Merci, Karine. Très bonne question. Puis, je suis content de voir que ce volet-là se développe au niveau de la formation parce que c'est le futur de nos opérations minières, les centres de contrôle. Mais je pense, pour répondre à la question, de mon point de vue, je pense que ça devrait débuter par des formations générales sur l'opération minière, des différentes particularités d'une opération minière, parce que quand on opère une salle de contrôle, on opère, oui, des ventilateurs sous terre, de la gestion de l'eau, on opère, on fait la supervision de beaucoup d'éléments qui se retrouvent, qui est dans nos activités d'opération. Donc, si on est capable d'avoir un cadre de base dans les premiers cours qui nous permet au moins de faire connaître l'industrie, les particularités, puis aussi comment que ça peut être appliqué dans l'industrie, au day-to-day aussi. Je pense que ça va aider beaucoup les étudiants à mieux comprendre par la suite quoi superviser dans leur rôle qu'ils vont avoir à faire. J'ai un peu discuté à répondre dans le sens où j'ai plus, mon expérience va être plus au niveau de la géologie, de l'exploration comme telle sur le terrain. Puis au niveau du cursus universitaire, ça fait quand même quelques années que j'ai fait le mien, là. Je ne sais pas comment ils sont rendus, comment les universités se sont modernisées. Si je me fie à ce que c'était quand je l'ai fait, là, les ordinateurs existaient déjà, mais on était encore aux cartes perforées. Fait que je ne sais pas. Mais au niveau de la formation professionnelle puis du cégep, c'est beaucoup plus actif. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que ça suit beaucoup plus la technologie que les autres. Mais je ne voudrais pas froisser les gens du CAP non plus. Mais c'est ce que j'ai connu. Puis je pense que ça reste important. Là, tous les techniciens, les géologues, puis là, encore une fois, je parle juste pour la partie géologie. Là. Il y a 2 experts à côté de moi pour la partie des opérateurs. Là. Mais il faut pas dormir sur nos lauriers, là, les centres de services. Il faut qu'ils se tiennent à l'affût des nouvelles technologies. Là, Louise, elle vient me parler pour l'UQAT, probablement. Tu m'ouvrais une porte que je ne pouvais pas refuser, Robert. Alors, mais à l'UQAT, on offre depuis quelques années déjà une série de programmes en intelligence d'affaires. Ce sont des programmes qui sont destinés à des gens qui sont déjà en emploi, donc qui ont déjà une certaine, peut-être, expertise dans un domaine précis. Alors, c'est des programmes qui sont offerts en intelligence d'affaires. On a un micro-programme de 12 crédits pour ceux qui sont techniciens. Et un autre certificat aussi de 30 crédits, toujours pour minimum d'admission pour les techniciens. Programme de 2e cycle, également pour ceux qui sont bacheliers déjà et qui veulent faire un 15 crédits en intelligence d'affaires. Et les admissions sont ouvertes pour la session hiver. Merci, Louise. Merci, Louise, d'être venue. Parce que j'allais dire, ici, à Rouyn-Noranda, il y a quand même l'opportunité, la chance. Moi, je le vois, je ne suis pas ici à Rouyn, mais l'industrie minière est implantée, puis les programmes intègrent beaucoup là, l'avancée là, au niveau de l'opération minière dans les programmes. On en a qui viennent de l'extérieur, ils viennent ici à Rouyn pour. Quand tu recules tu recules d'habitude, c'est ça. Quand tu recules vers Montréal, les programmes sont plus. Dans les universités, on voit moins la réalité théorique. Pour la salle de contrôle, là, pour la question, moi, je vois la salle de contrôle, c'est comme un outil pour moi. Donc, c'est ta vue sur un procédé, une vue virtuelle. Donc, tu peux apprendre aux gens comment utiliser les outils, comment lire des graphiques de tendance, puis réagir à une alarme, à la liste des alarmes, à la liste des incidents, à ces choses-là, mais c'est complètement différent d'une place à l'autre. Les spécialistes là-dedans, c'est les plateformes de forage là, qui ont des gens sur la côte qui opèrent une plateforme de forage au large. Donc, eux autres, ils construisent toujours les mêmes plateformes de forage avec les mêmes choses aux mêmes places, puis ils ont des spécialistes qui opèrent une plateforme à gauche et à droite. Fait que je dirais, ouais, c'est ça, ça devient spécifique à l'application. Tu peux montrer comment utiliser l'outil, mais après ça,
faut que, c'est ça, une salle de contrôle de traitement de minerais, c'est pas la même chose qu'une salle de contrôle d'un contrôleur aérien. Bonjour, messieurs. Merci beaucoup pour votre participation. J'ai pris des notes. J'ai quelques commentaires avant de poser des questions. Ah non, ben c'est positif, là, c'est positif. J'ai retenu quelque chose. Tu sais. Si on veut prendre des bonnes décisions, ben, ça nous prend des bonnes informations. 100% d'accord avec ça. Donc, pour avoir des bonnes infos, ben, faut manager, il faut bien faire le management, bien gérer nos données. Donc, je pense que la gouvernance, quand on parlait de la gouvernance, je suis entièrement d'accord. Il faut qu'on ait une procédure dans notre gouvernance qui nous permet de bien gérer les données. Il y a la qualité, mais il y a aussi la quantité de données. Je ne vais pas trop prendre de temps, mais je vais juste vous conter une petite anecdote. Tu sais, la différence entre la quantité et la qualité, bien, ça dépend toujours de ce qu'on fait avec la donnée, ce qu'on veut en faire. Puis aujourd'hui, si quelqu'un me demande il est quelle heure, puis je dis qu'il est 2h30, mais dans le fond, il est 2h36 et quelques secondes, 2h30, la précision de la donnée va être probablement suffisante pour la personne. Elle n'a pas besoin de savoir qu'il est 2h36, c'est juste une idée. Donc, on n'est pas obligé de prendre la mesure avec le même nombre de précisions. Donc, c'est important de prendre le temps de qualifier quelle précision qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on veut faire avec la donnée. On parlait là, de l'intelligence artificielle, tout ça. Moi, je vous dis, ben, c'est inévitable, on est déjà là, fait que, va falloir vivre avec. Fait que j'ai pris ça comme commentaire. On parlait de la main-d'œuvre. Moi, je pense qu'il y a une transformation de la main-d'œuvre. On n'a pas moins de monde sur nos sites. On fait plus d'automatisation, on contrôle la distance, mais on n'a pas vraiment moins de monde. Par contre, le type de personne, donc la formation va être super importante parce que ça va changer les skills, les compétences des gens vont changer, mais je ne suis pas sûr qu'on va avoir besoin de tant moins de monde que ça. On le souhaite, mais année après année, notre main-d'œuvre monte. Fait que, je voulais dire ça. Bon, mais je vais revenir à une question, sinon je vais prendre trop de votre temps. J'en reviens à Jean, ce que tu disais des données, là. On est les champions. On met des capteurs, on capte des données au millisecondes. Là, tu me dis, on en fait peut-être pas assez avec, ou on les utilise pas assez. Je voulais savoir si dans vos entreprises, si vous êtes rendu à avoir des gens ou un département qui fait du data analytique. Parce qu'avant, on prenait les données pour prendre une décision. pH est trop beau, on rajoute un produit, on met de la chaux, ou si on faisait ça. Aujourd'hui, si on veut être plus performant, il faut analyser un autre niveau. Puis il y a des outils, puis là, c'est rendu des mathématiciens. Puis ce qu'on voit, c'est qu'on a énormément de données, puis on n'a pas grand monde. Est-ce que vous avez chez vous ou une volonté, dans le futur, d'avoir des gens dédiés à faire de l'analyse de données de haut niveau qu'une personne normale ne serait pas capable nécessairement de faire là, une corrélation entre deux valeurs, mais plutôt de la multivariate? Est-ce que chez vous, on en parle de ça ou pas? Bon, je vais commencer. Nous, on essaie là, de démarrer le projet, là, comme tu le sais. Donc, notre préoccupation, c'est le financement, puis la construction, puis tout ça. Puis, tu sais, pour l'instant, ce que tu dis là, j'espère l'avoir au niveau d'un ingénieur de procédé qui se débrouille, tu sais, en data analytique. Parce que c'est peut-être un rêve un peu, là, dans le sens qu'il ne pourra pas tout faire, là, l'ingénieur de procédé. Mais pour l'instant, non, on n'a pas de procédé ou prévu d'avoir une personne en data analytique, pas à ce moment-ci. Comme ça existe ailleurs. De notre côté, le projet est encore en préparation, en construction, pas en construction physique, là, mais en développement, excuse-moi, c'est ça. Probablement. C'est le plus précis que je peux te donner pour l'instant. Mais je voudrais juste revenir sur ton 2h36. En géologie, on se fait souvent dire exactement comme tu viens de le mentionner. On a besoin juste un tel niveau de précision. L'année d'après ou 2 ans après, il faudrait rouvrir les boîtes de ce trou-là pour réévaluer telle affaire. Oui, mais la précision de départ. Puis, je connais pas beaucoup de trous sur le projet qu'on n'a pas réouvert au moins 4 fois. Fait que, tu sais,
Il faut faire attention à nos données tout de suite au départ parce qu'après ça, c'est plus dur de retravailler. Ben, merci pour ta question. Je vois vraiment le but de ta question, vers où tu veux aller. Moi, je pense que ça dépend beaucoup de la maturité de l'entreprise, tu sais, de la maturité au niveau de la production, de l'évolution de l'entreprise. De notre côté, on a des comités technologiques. On a un comité technologique, puis on a des gens en amélioration continue qui travaillent précisément sur ces données-là. Mais à dire qu'on a une personne dédiée sur l'acquisition de données, puis un mathématicien au niveau de l'analytique des données, non. Mais on a des groupes de travail qui permettent de contrôler les données, en quelque sorte. Mais ce n'est qu'un début, là. On est au début de cette ère-là, je pense. Puis ça vient avec la maturité de l'entreprise ou du moins la durée de vie de l'opération minière. Parce que c'est dur d'instaurer ça au tout début, mais à force que tu opères une opération, tu deviens habitué à acquérir ces données-là puis à être en contrôle de ces données-là au fur et à mesure. Avant de passer à la prochaine, Robert, quand tu dis rouvrir les boîtes 4 fois, est-ce que les technologies comme les scans que tu parlais vont éviter de rouvrir les boîtes 4 fois ou on va encore devoir les ouvrir 4 fois? En fait, le scan, dans certains cas, oui. Mais dans d'autres cas, c'est simplement parce qu'on a besoin de faire des analyses supplémentaires. Comme par exemple, faire un échantillonnage en vrac pour telle catégorie de minéralisation. Le scan n'avait pas nécessairement Non, permis le de scan la donnée initiale, puis on a souvent Non. retourné de toute façon. Donc, Mais ça fait partie de la base là, dans l'évaluation de l'évolution d'un projet. Là, mais donc, on garde nos carottes de forage. Oui. Prochaine question. Bonjour, Michael Lavoie, Polyplace. J'ai une question par rapport, présentement, on voit que vous êtes, disons, vous n'êtes pas en exploitation, je comprends, mais disons, vous avez SAP pour faire votre ERP, vous avez Pirop, vous avez Technosoft qui vont venir mesurer avec un type de données. Comment vous voyez la suite pour toutes ces données-là qui arrivent qui sont toutes un peu différentes? Tu sais, Pirop qui vont utiliser un certain langage, McLean d'une autre sorte. Comment vous voyez la suite pour un peu composer avec ces données-là qui sont un langage différent? Ouais, dans notre cas, on y voit au début. Fait que ça fait partie des demandes de soumission aux clients. Là, spécifiquement, on demande qu'est-ce qu'ils utilisent comme outil pour pouvoir. Puis on les oriente vers des choix préférentiels qu'on a. Je parle des équipementiers là, qui peuvent arriver avec un automate ou une chose comme ça. Pour le reste, les bases de données là, de ERP là, ou les bases de données événementielles pour la santé et sécurité, aujourd'hui, la connectivité est facile. Là. C'est toutes des bases de données qui s'interchangent facilement. Mais j'avoue que c'est un défi de sélectionner les plateformes pour une entreprise là, au départ, là, puis que ça ne soit pas spaghetti. Où tu vas mettre la gestion de l'entrepôt, les finances, tout ça. On regarde ça en ce moment. Où tu vas faire la gestion de la santé et sécurité de l'environnement. Comment le document control, c'est probablement le plus important. Comment tu vas gérer tes fichiers importants pour quand tu vas te faire auditer. Fait que ça, c'est sous-estimé souvent dans des projets. Ça prend quelqu'un en application informatique qui aide là-dedans. Puis il faut que les gens de chaque secteur comprennent qu'est-ce qu'ils ont besoin comme information, puis de choisir la bonne plateforme. Ce serait ma réponse à ta question. J'abonde dans le même sens. Je reviens encore à nos instruments, juste la base de nos instruments de terrain. C'est différentes applications. On essaie de. Mais de plus en plus, l'intégration des données entre ces différents instruments-là est plus facile, mais ça reste que quand même, ça prend des gens qui s'occupent de ça. Puis, plus notre projet, plus ça va avancer dans le temps, plus il va y avoir des besoins à ce niveau-là. Effectivement, c'est pour répondre à la question. Évidemment, là, c'est un défi, un challenge. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place un comité technologique pour essayer de voir
si on change tel équipementier sur notre opération minière, comment ça peut changer notre gestion de données. Puis souvent, ben, qu'est-ce que je remarque, c'est que lorsqu'on implante une technologie dans une opération minière, on aime ça garder les mêmes équipementiers au départ, du moins pour diminuer le risque d'implantation puis de gestion de données. Puis après ça, on est capable d'incorporer d'autres équipements sous d'autres bases de données, mais souvent l'implantation se fait avec un équipementier spécifique, là, je pourrais dire.